Bienvenue dans cette nouvelle séance, la sixième et donc l'avant-dernière séance consacrée à la séquence 8 du programme d'histoire des classes de quatrième, dédiée, je vous le rappelle, à l'âge industriel. Après avoir étudié assez minutieusement la saga industrielle de l'Empire Krupp, le roi de l'acier allemand et européen au XIXe siècle, et après avoir également étudié le pays noir associé d'Essen, berceau de l'Empire Krupp, nous allons aujourd'hui passer à toute autre chose. Nous allons étudier la condition ouvrière et ses revendications à l'âge industriel. En fait, plutôt que de passer à toute autre chose, nous allons prolonger notre étude de la condition ouvrière telle que nous l'avons déjà entreaperçue en travaillant Krupp et le pays noir d'Essen. Et nous allons nous demander dans ce grand F quelles sont les conditions de vie et de travail du monde ouvrier, hommes et femmes, à l'âge industriel et quelles sont ses revendications à ce monde ouvrier. Pour nous donner une première idée des conditions de travail des ouvriers, rien de mieux que d'étudier quelques extraits du règlement intérieur. Et oui, il n'y a pas qu'au collège qu'on trouve des règlements intérieurs. Le règlement intérieur d'une usine, alors j'aurais pu encore continuer à choisir Krupp à Essen, mais bon, on va prendre le règlement des usines Schneider du Creusot, en Saône-et-Loire, en 1900. Voilà, à l'orée du XXe siècle, de quoi est composé le règlement des usines Schneider. Donc je vous rappelle qu'Eugène Schneider est le roi de l'acier français, il est donc l'alter ego, le rival, le concurrent de l'allemand Krupp. Vers 1890-1900, et ça sera un élément de comparaison intéressant, un élément contextuel, il faut savoir que le salaire moyen d'un ouvrier en France est bas, qu'il est compris dans une fourchette, alors très large, parce que ça dépend des patrons, ça dépend des époques, selon qu'il y a du chômage ou pas. Ça dépend, j'imagine, aussi un peu de l'ancienneté et de la qualification du salarié, mais on peut considérer que le salaire ne dépasse guère 5 ou 6 francs par jour pour les salaires les plus élevés. Et 5 ou 6 francs, ça peut pas vous parler beaucoup. Sachez que, pour comparaison, le pain d'un kilo, le pain de 2 livres, comme on dit, coûte à peu près 35 centimes de francs à l'époque. Et si je choisis le pain de 2 livres, c'est parce que c'est l'aliment de base quotidien de la population ouvrière. Alors, je vais vous donner lecture de quelques extraits du règlement des usines Schneider du Creusot et nous verrons après ce qu'il faut en conclure. Article 7. La journée de travail se compose de 13 heures. Dans aucun cas, les ouvriers ne pourront refuser un excédent de travail, ce qu'on appellerait aujourd'hui le travail supplémentaire, des heures sup, sous peine de 2 francs d'amende. Article 8. Tout ouvrier en retard de 10 minutes sera mis à l'amende. S'il manque complètement, il paiera une amende de la valeur du temps d'absence. Donc en réalité, on lui retirera sa journée de travail. Article 11. L'ouvrier qui se présentera ivre paiera 3 jours d'amende. Il est expressément défendu d'aller dans le cabaret en face de la grille. Le cabaret, c'est le bistrot. Alors, arrêtons-nous déjà sur ces premiers articles. Alors, on a donc une information dans l'article 7 qui est importante, c'est que la journée de travail est extrêmement longue, comparée à celle d'aujourd'hui, où aujourd'hui on est sous le régime en France des 35 ou des 39 heures hebdomadaires, c'est-à-dire
5 jours de travail, 7 heures par jour, 5 fois 7, 35. À l'époque, c'est donc 13 heures par jour, c'est-à-dire pratiquement le double, et surtout, et c'est pas un petit détail, 6 jours sur 7. Donc ça veut dire qu'on a une moyenne qui peut être d'environ 72 heures hebdomadaires. Un peu plus, un peu moins selon le métier, un peu moins chez les mineurs, un peu plus chez les ouvrières des usines textiles. Donc ça fait une bonne moitié de journée au minimum. Donc vous ne serez pas étonné que les ouvriers soient véritablement épuisés et que leur santé en prenne un coup, en paie les conséquences. Le règlement intérieur est très sévère. Vous allez voir que le mot amende revient très régulièrement. Il apparaît dans l'article 8, l'article 11. Et qu'on peut même en arriver à se demander si ce règlement n'est pas fait que pour prévoir des économies sur les salaires des ouvriers en prévoyant des amendes extrêmement dissuasives. Parce que 3 jours d'amende pour être apparu ivre sur le lieu de travail, c'est très lourd, mais en même temps, un ouvrier ivre est un ouvrier qui va mal travailler, voire pas travailler du tout, et qui, dans les industries de la métallurgie, de la sidérurgie, va peut-être se mettre en danger et mettre en danger ses camarades. C'est même un motif de licenciement. Et comme les ouvriers, pour fuir leur misère, leur épuisement, ont tendance, dès qu'ils ont franchi la porte de la grille, enfin dès qu'ils ont franchi la grille de l'usine, ont tendance à se réfugier dans l'alcool. L'alcoolisme est un fléau qui frappe le monde ouvrier de plein fouet au XIXe siècle. Eh bien, les patrons interdisent aux ouvriers de se rendre directement en face, c'est-à-dire chez le bistrotier, chez le cabaretier, qui les attend impatiemment parce qu'il espère bien que les ouvriers vont dépenser toute leur paye du jour, parce que les ouvriers sont souvent payés à la journée, qu'ils dépensent toute leur paye du jour en verre et en alcool. Article 17, il est défendu aux ouvriers de jouer, jurer, crier, chanter, se quereller ou se battre dans les ateliers, manger et dormir pendant les heures de travail sous peine d'amende. Donc on a à nouveau cette idée que l'amende pèse au-dessus de la tête de l'ouvrier comme une épée de Damoclès. Et visiblement, on en apprend de belles sur les mœurs ouvrières, puisque apparemment, il semblerait que l'ouvrier cherche à faire à peu près tout, sauf travailler. Un peu comme un enfant. Tout à l'heure, j'ai eu un lapsus en parlant d'élèves, parce que on pourrait presque croire que les ouvriers sont des enfants. Et il y a un peu cette idée, effectivement, que le patron a la responsabilité morale d'éduquer l'ouvrier par le travail, d'une certaine manière, parce que l'ouvrier ne semble pas être en mesure de se comporter de lui-même comme un adulte responsable. C'est un peu l'idée qui transparaît à travers ce règlement intérieur, qui est loin d'être unique dans son genre. On peut trouver exactement le même type de règlement intérieur à peu près dans toutes les usines, dans toutes les mines de l'époque. Article 22. Il est absolument interdit d'aller plus de 3 fois aux toilettes et de s'y trouver plusieurs en même temps sous peine de 25 centimes d'amende. Eh bien oui, parce que si les ouvriers vont à plusieurs aux toilettes, en fait, ça va être pour bavarder, pour jouer, bref, pour ne pas travailler. Et donc ça veut dire qu'il y aura des gens dans les ateliers qu'on appellera les contremaîtres, qui seront souvent haïs par les ouvriers, parce que ce sont des ouvriers comme eux, mais un peu plus, c'est-à-dire des ouvriers qui servent de courroie de transmission avec les patrons,
Ces contremaîtres ont le pouvoir d'infliger des amendes aux ouvriers. Ils surveillent la qualité de leur travail, ils surveillent que les ouvriers soient à l'heure et qu'ils se comportent correctement. Et oui, donc ça veut dire que le contremaître, c'est l'espion du patron, et donc les relations sont souvent tendues entre le contremaître et les ouvriers, pour cette raison. Article 24, quiconque arrêtera son métier sans nécessité, s'habillera avant l'heure, paiera 25 centimes d'amende. Voilà, il y a cette idée qu'il est important que l'ouvrier arrive à l'heure, donc pas en retard. Il est important aussi que l'ouvrier ne reparte pas trop tôt. C'est-à-dire voilà, il y a cette idée que l'ouvrier, en fait, va essayer de tricher en permanence, ce que je vous disais à l'instant. On ne peut pas faire confiance à l'ouvrier, c'est ce qui ressort de ce règlement intérieur. Au mieux, c'est un enfant, au pire, c'est un malhonnête. On a même un peu le sentiment que les patrons emploient des salariés un peu à contre-cœur, un peu à regret, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, parce qu'il faut bien des gens pour faire fonctionner les machines, mais on sent bien que la confiance ne règne pas entre les patrons et les ouvriers. Mais c'est réciproque, ce sentiment de manque de confiance. Et alors pour les ouvriers qui se font licencier, alors je vous le rappelle, surtout s'ils bénéficiaient d'un logement, de conditions sociales avantageuses liées à la politique de paternalisme de l'entreprise, les conséquences peuvent être absolument dramatiques, d'autant que jusqu'en 1890, les ouvriers ont l'obligation de présenter lors d'une embauche ce qu'on appelle le livret ouvrier, c'est-à-dire une sorte de, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, une sorte de carte d'identité et de carte, c'est un peu un carnet de correspondance pour les collégiens, dans lequel le patron consigne le motif de renvoi de l'ouvrier à l'encre rouge. Ce qui fait qu'après, un ouvrier qui a été licencié pour alcoolisme ou pour s'être battu avec un contremaître, voyez, eh bien, il ne retrouvera jamais de travail parce que un patron ne va pas engager une forte tête, parce qu'un patron ne va pas engager un alcoolique. Donc les ouvriers ont véritablement une pression terrible au-dessus de leur tête. Ils doivent se montrer exemplaires s'ils veulent garder un travail ou garder la possibilité de retrouver un travail. Les conditions de travail sont donc particulièrement difficiles, contraignantes, épuisantes pour les salariés de l'industrie, mais les conditions de vie, malheureusement, ne sont pas plus brillantes. Je vous propose un premier élément de réflexion à travers la comparaison de deux intérieurs, un intérieur d'habitat ouvrier au début du XXe siècle, dans un lieu qui n'est pas précisé, mais qui pourrait être au Creusot, qui pourrait être à Essen, qui pourrait être à Manchester, peu importe. Et puis, en vis-à-vis, vous avez un intérieur bourgeois, un tableau intitulé L'heure du thé. Alors, il faut faire attention que l'image de gauche est nécessairement un peu dévalorisée par le fait qu'elle est en noir et blanc, alors que le tableau d'Adrien Henri Tanou est en couleur, donc déjà tout de suite ça donne un petit peu plus, un côté un peu plus sympathique à l'image de droite. Mais en fait, il est clair que les ouvriers vivent beaucoup plus mal que les bourgeois. Et encore, je soupçonne que les ouvriers qui se trouvent à gauche
ne soient pas les plus malheureux parce que on a des témoignages, on a des photographies d'ouvriers qui vivent en famille dans des caves. On a des photographies notamment du côté de Berlin, en Allemagne, où des ouvriers s'entassent en famille entière, par famille entière dans des caves humides. Vous avez même des familles d'ouvriers à Londres qui vivent dans des cours d'immeubles, en espérant, en attendant qu'un logement se libère dans le coron, dans le logement ouvrier qu'ils convoitent. Donc c'est pour vous dire si certains ouvriers sont encore plus mal logés que d'autres. Et là, on voit donc une famille ouvrière en train de repriser des chaussettes, voilà, bon, mais c'est un des rares moments de loisir, hein, parce que quand vous passez déjà une douzaine d'heures au travail, après, et que vous passez encore quelques heures à jardiner pour faire pousser quelques légumes qui amélioreront l'ordinaire, et vous voyez qu'après, le reste du temps, on le consacre plutôt au sommeil. Donc les loisirs sont très très modestes, voire inexistants pour les ouvriers, alors que là, on voit la famille bourgeoise qui bénéficie d'un confort, ne serait-ce que d'avoir des pièces aérées, avec des fenêtres, voir la lumière du jour. C'est un luxe que n'ont souvent pas beaucoup les ouvriers, voire pas du tout. Le fait d'avoir des meubles de valeur, le fait d'avoir probablement l'éclairage au gaz, ce qui est un grand confort à l'époque en attendant l'éclairage électrique, l'eau courante aussi, et le fait d'avoir des loisirs, parce que le bourgeois là qui attend que sa femme lui serve le thé, et vous noterez d'ailleurs au passage que cette image est assez machiste, hein, parce que oui, madame elle a une jolie robe, effectivement, madame fait le service. Sans doute que madame d'ailleurs a une domestique, mais on va quand même pas aller représenter la domestique sur le tableau. Donc là, exceptionnellement, c'est madame qui va faire le service pour son mari. Et le bourgeois, vous voyez qu'il attend le thé, le 5 o'clock tea, en lisant le journal, ce qui donne une impression d'oisiveté, ce qui est certainement une fausse impression, hein, parce que le bourgeois, pour avoir ce niveau de vie, il faut bien certainement qu'il travaille, mais c'est un travail de bureau, il ne va pas arracher le charbon au fond de la mine. Et donc il a des loisirs importants, qui lui permettent de lire le journal tranquillement et de poser pour le peintre. Donc, vous voyez des conditions de vie très très différentes, très inégalitaires. Et cela est dû naturellement à des niveaux de vie très différents et eux-mêmes très inégalitaires. Et pour s'en rendre compte, il suffit de comparer les budgets d'une famille d'ouvriers ou de mineurs en 1914 par rapport au budget d'une famille bourgeoise pour la même année 1914. Et on voit déjà que la famille d'ouvriers mineurs ne peut consacrer que 2500 francs à son budget, c'est-à-dire 6, pratiquement 7 fois, 6 fois moins que la famille bourgeoise. Autrement dit, la famille bourgeoise est 6 fois plus riche que la famille d'ouvriers ou de mineurs. Et les dépenses ne vont donc pas être les mêmes. Pour un ouvrier mineur et sa famille, l'essentiel du budget, plus de la moitié du budget, réside en un seul poste de dépense, c'est la nourriture. Il faut bien reconstituer sa force de travail, comme dira plus tard Karl Marx, pour la mettre à la disposition du patron. Donc on se nourrit tout simplement pour déjà pas mourir et refaire un peu d'énergie. Pour la famille bourgeoise, on se nourrit bien sûr parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais le budget nourriture est plus de 2 fois moins important que pour la famille ouvrière. Du reste, ça n'est pas c'est pas le principal poste de dépense, puisque entre les loisirs, l'éducation des enfants, le moyen de transport, la famille bourgeoise va consacrer un tiers de ses dépenses
ce poste qu'on appelle d'hiver. L'ouvrier, lui, il n'a pas à se soucier de dépenser de l'argent pour le transport, puisque lui, il va se déplacer à pied. Vers 1914, s'il a un peu les moyens, avec un peu de chance, il aura un vélo. Mais c'est pas sûr. Quant au loisir, l'ouvrier mineur, il n'a pas de loisir, donc il ne va pas dépenser en loisir. On voit bien que les priorités, les dépenses ne sont pas les mêmes. Pareil, la famille bourgeoise va s'offrir, quand elle en a les moyens, les services d'une domestique, une femme de chambre, une femme de cuisine, par exemple. L'ouvrier, il n'a pas de domestique. Lui et sa famille sont ses propres domestiques. Donc en fait, on voit bien que les dépenses ne sont pas les mêmes, que les niveaux de vie ne sont pas les mêmes et que, évidemment, la vie est beaucoup plus confortable et beaucoup plus douce et beaucoup plus longue aussi, parce que ça a des conséquences sur l'espérance de vie pour une famille bourgeoise que pour une famille d'ouvriers. Et particulièrement pour les mineurs, parce que les mineurs, ils ont une espérance de vie qui est très courte, très faible, puisque quand ils ne meurent pas écrasés par un éboulement ou soufflés, asphyxiés par une explosion de gaz dans la mine, ce qu'on appelle les coups de grisou, eh bien le mineur meurt à petit feu du charbon qu'il inhale et qui se dépose à l'intérieur de ses poumons, qui tapisse ses poumons et qui l'étouffe petit à petit, ce qu'on appelle la silicose, et qui fait qu'un mineur à 40-45 ans, il est déjà quasiment mort. Alors qu'un bourgeois, lui, peut espérer vivre encore une bonne dizaine d'années. Et c'est parce que les conditions de travail et de vie des ouvriers, des mineurs et de leurs familles sont très dures, sont révoltantes, évoquent finalement les conditions de travail et de vie des esclaves des plantations à l'époque d'un Holodaïkiano, si on fait le lien avec le début du programme d'histoire de la classe de 4e. Bon, évidemment, on n'a pas affaire aux mêmes individus, c'est pas la même époque, c'est pas le même travail, c'est pas les mêmes latitudes géographiques, mais le fait est que l'ouvrier est un peu l'esclave de son patron et aussi de sa machine, et que ses conditions de vie ne sont pas plus agréables que les familles d'esclaves sur les plantations du XVIIIe siècle. Et donc, ça va expliquer pourquoi les ouvriers vont se battre contre ces conditions de travail et de vie révoltantes et qu'ils vont essayer de les améliorer. Et à partir du moment où ils vont avoir le droit de se rassembler pour défendre leurs droits, c'est-à-dire le droit de se syndiquer, eh bien, ils vont essayer d'arracher au patron des conditions de travail et de vie meilleures. Et vous avez ici, sous les yeux, une affiche de la Confédération Générale du Travail, un syndicat, c'est-à-dire une association de salariés, mineurs, ouvriers, employés, qui se sont regroupés pour défendre leurs intérêts face au patronat et pour contraindre le patronat à augmenter les salaires ou à améliorer les conditions de travail. C'est une affiche de 1912 et on va maintenant l'étudier en détail. Alors, comme vous pouvez le voir, cette affiche repose sur deux images. L'image à gauche qui représente le actuellement. La vie, la misère de l'ouvrier aujourd'hui. Et à droite, ce à quoi pourrait ressembler la vie et le travail d'un ouvrier à l'avenir, dans le futur, si jamais la Confédération Générale du Travail obtient gain de cause et parvient à réduire les heures de travail. Autrement dit, passer des 12 heures
ou des 10 heures, puisqu'à l'époque on a réduit déjà et c'est 10 heures par jour, c'est-à-dire passer de 60 heures de travail à 40, puisque le combat syndical à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est de baisser le temps hebdomadaire de travail du salarié à 40 heures semaine. Et donc, quel est l'argumentaire de la CGT? C'est que l'ouvrier, il est condamné à la misère, il est condamné à l'alcoolisme, il est condamné aux maladies comme la tuberculose, mais aussi au chômage et au bas salaire à cause des longues journées imposées par le patronat. Et là, on voit sur l'image, eh bien, un ouvrier qui néglige sa famille, qui ne pense qu'à une chose, c'est oublier sa misère au fond d'un verre. Et finalement, dépenser toute sa paye du jour, qu'il a eu bien du mal à gagner, l'a dépensé en alcool. Et ça évoque le drame de l'alcoolisme ouvrier qui a été décrit avec beaucoup de talent par Émile Zola dans le roman L'Assommoir. L'Assommoir, c'est le nom que l'on donnait au cabaret, au bistrot, où les ouvriers allaient littéralement s'assommer à coups d'alcool. Et on voit le patron du bar qui se réjouit à l'avance en voyant arriver le client. Et ça explique d'ailleurs pourquoi les usines Schneider, dans leur règlement, interdisaient aux ouvriers d'aller se saouler dans le cabaret en face de l'usine. Voilà, et on voit la femme et les enfants des ouvriers qui vont certainement se passer de dîner parce que, comme le père de famille, le chef de famille aura bu toute la paye, eh bien, ils n'auront plus qu'à danser devant le buffet, comme on disait familièrement à l'époque, c'est-à-dire ils ne mangeront pas, parce qu'il n'y aura pas d'argent pour le repas. Donc l'ouvrier néglige sa famille et condamne sa famille à la misère, obligeant parfois les femmes d'ouvriers à se livrer à la prostitution, parce que voulez-vous, il faut bien que les femmes puissent nourrir leurs enfants. Alors qu'avec des courtes journées, donc, tout change. D'abord, il y a moins d'enfants, parce que l'ouvrier aura compris, parce qu'il aura le temps de s'éduquer, il aura le temps de réfléchir à sa situation. Il fera moins d'enfants, mais cet enfant aura un avenir. Il aura des jouets, la famille sera davantage unie, plus heureuse, vivra dans un logement plus confortable. Vous apercevez un journal qui dépasse de la poche de l'ouvrier, simplement parce qu'il aura des loisirs, parce qu'il aura les moyens de s'acheter le journal, parce qu'il saura lire. Vous voyez tout ce que ça implique. L'ouvrier a des souliers vernis. L'ouvrier entretiendra davantage son apparence. La moustache à la Napoléon III, la barbiche. Enfin, vous voyez, madame ne sera pas vêtue de haillons. Il y aura une bonne soupe chaude sur la table. Et surtout, le vin, il n'y aura plus qu'à table. Un petit verre de vin pour faire passer la soupe. Et ça sera tout. Il n'y aura plus d'alcoolisme. C'est-à-dire que, au fond, les 40 heures, les courtes journées de travail, c'est un peu la baguette magique pour permettre aux ouvriers et à leurs familles de mieux vivre. Alors, je vais vous demander de bien vouloir faire l'exercice. Oui, on ne va pas attendre la fin de la séance. De bien vouloir faire l'exercice du jour. Donc en rouge, vous allez colorier les cases qui vous paraissent convenir à la famille ouvrière victime des longues journées de travail, c'est-à-dire l'image de gauche. Et puis en vert, la famille ouvrière bénéficiaire de journées de travail plus courtes, c'est-à-dire l'image de droite. Allez-y, mettez-moi sur pause le temps de faire l'exercice qui ne me paraît pas très difficile.
Voici le corrigé. Donc l'ouvrier est alcoolique, il se rue au cabaret dès sa sortie du travail, c'est en rouge. L'ouvrier néglige totalement sa femme et ses enfants de même. Sans aucune instruction, l'ouvrier n'est qu'une bête de somme, c'est-à-dire un animal condamné à travailler jusqu'à la mort, quoi. La femme se retrouve seule à devoir s'occuper des enfants. La femme a plus d'enfants qu'elle ne peut en nourrir et en élever. L'ouvrier est pauvrement vêtu, sans espoir que sa vie ne s'améliore. Ça, c'est pour l'image de gauche. Donc logiquement, tout ce qui n'est pas en rouge doit être en vert, hein, sinon c'est qu'il y a un problème dans l'exercice. Donc l'ouvrier a un domicile agréable qu'il a hâte de retrouver le soir. L'ouvrier est dignement vêtu, sa vie quotidienne s'est améliorée. L'enfant est unique, il a des jouets et l'amour de ses parents. En bon père de famille, l'ouvrier éduque de bon cœur son enfant. L'ouvrier ne boit plus de vin qu'à table et avec modération. Et on peut même espérer que c'est du vin de meilleure qualité. L'ouvrier est suffisamment instruit pour pouvoir lire le journal. Et bien tout cela, ça correspond logiquement à l'image de droite. Et l'on dit bien que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et c'est au fond ce qui transparaît à travers le combat syndical, à travers cette affiche de la CGT, cette idée que ça en vaut la peine et que peut-être que l'ouvrier, s'il ne reste pas isolé, si l'ouvrier se bat avec les autres pour améliorer ses conditions de vie et de travail, eh bien, il obtiendra gain de cause. Mais qui dit combat ouvrier dit également un prix humain à payer, malheureusement. Et nous allons le voir avec le drame de Fourmi. Un drame malheureusement prévisible. Il aurait pu se dérouler une autre date dans un autre lieu. Mais vous allez vous rendre compte qu'on a affaire à un scénario infernal qui conduit inexorablement vers la fusillade et la mort d'ouvriers, parce que c'est un scénario ultra classique qui va se dérouler sous vos yeux. À savoir que les ouvriers des usines textiles de Fourmi se mettent en grève le jour où les patrons annoncent une baisse des salaires. Alors, pourquoi les patrons annoncent-ils une baisse de salaire? Ça n'est pas pour provoquer la colère des ouvriers, parce que quand on y réfléchit, c'est dans l'intérêt de personne de créer un climat de quasi-guerre civile. Si les patrons annoncent une baisse des salaires, c'est en fait parce qu'ils n'ont pas le choix. C'est tout simplement parce que l'âge industriel est une époque où les prix, les salaires ne sont absolument pas garantis puisqu'ils dépendent de la loi de l'offre et du marché. Quand les usines produisent trop, qu'il y a une surconsommation parce que les clients ils n'achètent plus, parce qu'ils n'ont plus besoin d'acheter, eh bien les entreprises se retrouvent en grande difficulté parce que les prix de vente s'effondrent et se retrouvent en difficulté. Donc après, que reste-t-il comme solution aux entreprises? Soit d'arrêter de produire, mais alors dans ce cas-là, c'est la fermeture de l'usine, on met les ouvriers au chômage. Soit on continue à produire, mais le moins cher possible pour baisser les prix de vente en espérant que cela suffira pour relancer la consommation. Mais s'il faut baisser le prix de vente, il faut baisser le coût de production. Alors le coût de production, il n'y a que deux variables, le prix de la matière première et les salaires. Le prix de la matière première, c'est difficile de le faire baisser. Donc, les patrons vont baisser les salaires. Ils vont dire aux ouvriers, voilà, je te paye un quart de moins, sinon tu prends la porte. Et évidemment, pour les ouvriers qui n'ont que leur salaire pour vivre et qui vivent déjà très très difficilement, ça devient une sorte de chantage inacceptable. Le 1er mai 1891, les grévistes défilent
pour revendiquer des hausses de salaire au contraire et de meilleures conditions de travail. Et la manifestation va dégénérer. La troupe envoyée sur place par le préfet est accueillie par des jets de pierre et ouvre le feu. On voit que le curé du village qui a pressenti la catastrophe a tenté de s'interposer. On le voit devant son église en train de lever la main pour faire comprendre aux soldats qu'ils doivent arrêter d'ouvrir le feu. Mais c'est trop tard. La fusillade fait 9 morts parmi les manifestants. Quand je laisse entendre que le scénario dramatique de la fusillade de Fourmi était, pour ainsi dire, écrit d'avance, c'est tout simplement parce que ce type de drame s'est déroulé par le passé, dans un passé récent, à d'autres endroits de la planète. Et je pense en particulier aux événements de Chicago, donc aux États-Unis d'Amérique, en mai 1886, parce que le 1er mai est devenu, aux États-Unis puis dans le reste du monde, le jour de la fête du travail, à partir de 1882. À partir de ce jour-là, tous les 1er mai, les salariés ne travaillent plus, quel que soit le jour de la semaine. Et 4 ans après cette première fête du travail, qui correspond à une fête des revendications des travailleurs, le 1er mai 1886 survient une manifestation à Chicago, manifestation monstre qui rassemble plusieurs centaines de milliers de travailleurs, qui se déroule dans un contexte tendu mais acceptable malgré tout. Le problème, c'est que c'est le début d'une grève très dure qui va déboucher 2 jours plus tard, le 3 mai 1886, sur une première fusillade contre des ouvriers en grève des usines McCormick qui fabriquent des machines agricoles. Le lendemain se déroule une autre manifestation, mais cette fois-ci ce sont les ouvriers, enfin plus exactement des anarchistes qui vont jeter une bombe sur la police. Le massacre de Haymarket Square va faire une 15aine de morts et ça va marquer durablement les esprits. Donc les fêtes du 1er mai sont des fêtes qui peuvent malheureusement déboucher sur des drames humains et sanglants. Et la fusillade de Fourmi de 1891 en est une nouvelle fois l'illustration. Parce qu'il faut beaucoup de détermination, il faut beaucoup de colère, il faut beaucoup de misère aussi pour que les ouvriers fassent le sacrifice de leur journée de salaire, parce que quand on fait les grèves, eh bien on n'est pas payé. Et puis quand on fait grève, on court le risque d'être licencié purement et simplement par son patron et jeté à la rue si l'on est logé par la compagnie qui vous emploie. Et puis, avant 1864, avant que la grève ne soit reconnue comme un droit du travail, on risque tout simplement d'être mis en prison ou de se faire tirer dessus par la police parce qu'il est illégal de faire grève. Tout simplement. Et que quand votre patron a des relations politiques, et c'est toujours le cas parce que le beau-frère ou le cousin ou le grand-oncle est le maire de la commune ou le préfet du département, eh bien les patrons n'hésitent pas à faire appel à la force publique contre ces illégaux, contre ces hors-la-loi que sont les grévistes. Donc on peut mesurer tout le courage, toute la détermination que nécessite le fait de se mettre en grève. On a un tableau célèbre, la grève au Creusot, là, sur les terres de l'industriel Schneider, qui nous montre ces ouvriers, hommes, femmes et enfants,
qui ont sorti le drapeau rouge, le drapeau tricolore aussi parfois, mais le drapeau rouge, le drapeau de la révolte des ouvriers, qui en fait est un détournement du drapeau rouge qui était utilisé par la force publique comme ultime sommation avant l'ouverture du feu. Je ne sais pas si vous en souvenez, je vous l'avais dit quand on avait fait la Révolution française. Quand, après la fuite de Varennes, le peuple de Paris s'était réuni en juillet 1791 sur le Champ de Mars à Paris pour exiger que le roi soit arrêté et jugé, Lafayette avait fait hisser le drapeau rouge avant d'ouvrir le feu sur les Parisiens. Et donc ce rouge, c'est le sang que le peuple est prêt à verser pour sa liberté et pour améliorer ses conditions de vie. Et c'est pour ça qu'après la fusillade de Fourmi, on nous annonce que pour l'enterrement des grévistes tués par la troupe, des milliers d'ouvriers venus à pied de toutes les communes environnantes convergèrent vers Fourmi pour les funérailles. Ce jour-là, le drapeau rouge fut arboré pour la première fois dans les rues de la ville. Autrement dit, le combat continue. Continuons le témoignage. La grève continua encore quelques jours dans une ville mise en état de siège par l'armée. Les travailleurs, encore mal organisés, reprirent atelier par atelier sans avoir rien obtenu. Rien sauf le plus important, la conscience de classe qu'ils manifestèrent en adhérant dès lors en grand nombre aux syndicats et au parti ouvrier. Conscience de classe, ça veut dire qu'ils appartiennent à un groupe de population qui s'appelle la classe ouvrière, ou si vous voulez, la population ouvrière, et les ouvriers ont compris que l'union fait la force, et que s'ils veulent peser sur l'État qui envoie la troupe, ou sur le patronat qui fait appel à la troupe, eh bien, il faut que les ouvriers s'organisent. Donc Fourmi a été un électrochoc et beaucoup d'ouvriers vont se syndiquer ou commencer à faire de la politique afin de faire élire des députés d'origine ouvrière et qui se battront pour modifier les lois de la République dans l'intérêt des ouvriers et contre l'intérêt du patronat. Et de fait, même si le combat a été rude, même si le combat a demandé beaucoup de temps, quand on regarde la chronologie des principales lois sociales votées entre 1841 et 1914, on se rend compte malgré tout que les ouvriers ont bénéficié de progrès sociaux qui ont donc impacté favorablement leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Tout simplement parce que, par exemple, à partir de 1864, la grève est enfin reconnue comme un droit. Alors évidemment, vous me direz, mais alors pourquoi avoir fait tirer sur les grévistes en 1891 alors qu'ils avaient le droit de grève depuis près de 30 ans? C'est parce qu'on a le droit de faire grève, mais on n'a pas le droit de jeter des pierres sur les militaires. En 1884, c'est la loi Waldeck-Rousseau qui autorise les syndicats à exister, alors que depuis la Révolution française, toute association d'ouvriers dans l'intention de revendiquer des droits était interdite au nom de la liberté d'entreprendre. Oui, c'est-à-dire que les syndicats vont faire appel à la grève pour pousser le patronat à négocier. Or, faire grève, c'était considéré comme contraire à la liberté d'entreprendre. Quand vous faites grève, vous empêchez votre patron de faire fonctionner son usine ou sa mine, vous l'empêchez au passage de gagner de l'argent, et puis vous empêchez les non-grévistes, ceux qui n'ont pas envie de faire grève ou qui n'ont pas les moyens de faire grève, parce que ça demande un sacrifice énorme, eh bien vous les empêchez aussi de travailler.
Donc, deux verrous sautent en 20 ans, c'est le droit de grève et c'est le droit de créer et d'adhérer à un syndicat. Après, si on regarde dans le détail, il va y avoir des lois qui vont limiter le temps de travail, puisqu'on va passer de plus de 12 heures en début de siècle à 10 heures de travail en 1900. En 1907, l'obligation du repos hebdomadaire est inscrite dans la loi, ce qui veut dire que globalement, ça sera le dimanche, qui sera donc un jour non travaillé et payé, par contre. Et puis vous allez avoir aussi du progrès social pour les femmes et aussi pour les enfants, parce que par exemple, avant 1841, on pouvait faire travailler un enfant dès le plus jeune âge. En 1841, on précise que les enfants de moins de 8 ans ne peuvent pas travailler. Si vous vous demandez ce qu'un enfant pouvait faire à moins de 8 ans, eh ben, il pouvait se glisser sous les machines, les métiers à tisser mécaniques pour raccommoder les fils, pour permettre aux métiers à tisser mus par la vapeur de continuer à fonctionner. On peut toujours embaucher un enfant, il peut toujours faire quelque chose. Et en plus, comme c'est un enfant, on ne le paiera quasiment pas. Pareil pour les femmes, puisqu'on précise que les femmes ne pourront pas travailler plus de 11 heures par jour en 1892 et qu'en plus on ne pourra pas les faire travailler de nuit. Donc il y a des progrès qui sont le fruit du résultat de la lutte contre le patronat et puis aussi parfois contre l'État qui était plutôt, il faut le reconnaître, du côté du patronat plutôt que du côté de l'ouvrier. Voilà, nous arrivons en fin de séance. Avant d'en arriver à la leçon, à la trace écrite, je vous propose de passer en revue les repères chronologiques que nous venons d'activer au cours de la séance. Alors, il y en a 3 aujourd'hui, oui, c'est une séance intense, hein. Donc, il y a l'année 1864. Le droit de grève est légal, autorisé en France, donc c'est une date importante, c'est un progrès, une conquête sociale importante pour le monde ouvrier. 20 ans plus tard, et c'est le deuxième repère clé du jour, l'année 1884, avec la loi Waldeck-Rousseau, qui autorise enfin également les ouvriers, les salariés, les mineurs, enfin bref, le monde ouvrier à se syndiquer en France afin de défendre ses intérêts contre l'État ou contre les patrons. Et le troisième repère clé nous rappelle que tout combat a un coût qui peut être humain, qui a un coût qui peut être également dramatique, avec la fusillade de Fourmies dans le nord de la France qui fait 9 morts parmi les ouvriers en grève le 1er mai 1891. Nous voici arrivés au terme de notre séance. Je vous invite à prendre connaissance de la trace écrite, de la leçon. Vous voyez qu'il y a beaucoup de mots en gras, de termes clés. Donc je vous invite, quelques dates aussi, je vous invite à en prendre connaissance. Et je vous dis à la prochaine fois pour la dernière séance consacrée à l'âge industriel et plus particulièrement aux idéologies nées justement à l'âge industriel. À bientôt!